Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler bilan de lecture du mois de juillet et je suis trop excitée de vous parler de toutes les lectures que j'ai faites parce que vraiment il y en a eu des très bonnes au mois de juillet, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les décrire du coup de la moins bonne à la meilleure, comme ça on garde le meilleur pour la fin. Allez, on commence tout de suite. Je commence donc avec un livre qui a été plus ou moins un DNF. Je dis plus ou moins parce qu'en fait j'ai lu quand même quasiment je pense la moitié, les trois quarts du livre, et puis vraiment à la fin j'en pouvais juste plus, donc j'ai arrêté. C'est Nora Goes Off Script de Annabelle Monaghan. Donc je suis assez déçue. Enfin, je suis mi-figue mi-raisin par rapport à ce livre parce que en fait ça partait hyper bien. Donc c'est une romance. On parle du coup dans ce livre de Nora, qui est donc une scénariste qui a l'habitude d'écrire, vous savez, ces téléfilms qu'on voit passer sur la 6 l'après-midi, vous savez, un peu à l'eau de rose et tout, où on sait exactement ce qui va se passer, mais on n'y peut rien, on regarde quand même du début à la fin. C'est un peu, vous voyez, comme les Hallmark movies, ou les trucs qui passent aux alentours de Noël. Donc voilà, c'est une scénariste de petites téléfilms à l'eau de rose, on va dire. Et donc, elle est très au clair sur sa situation, elle est très au clair que son métier, c'est pas d'écrire des trucs hyper brillants. Et je pense que ce que j'ai préféré justement dans ce livre, c'est Nora. C'est vraiment son côté très pragmatique, très posée, très au clair sur elle-même, sur ce qu'elle veut, etc. Et ça en fait une héroïne qui est super intéressante. Et donc Nora, elle vient d'écrire là, pour le coup, un scénario, un livre qui va être adapté en film sur grand écran par de très grandes stars, puisque pour une fois elle s'est un peu écartée du scénario un peu à l'eau de rose, et elle a juste raconté son histoire, parce qu'il s'avère que Nora a été abandonnée, quittée par son mari un peu du jour au lendemain, parce que lui a pété un peu sa crise, et qu'il l'a laissée seule avec ses 2 enfants. Donc quand on raconte un peu l'histoire de Nora, finalement et de son couple, on a l'histoire d'une femme qui s'est engagée avec son mari, qui a fait 2 enfants avec lui, qui s'est mariée donc, et qui a acheté une maison dans un endroit un peu reculé. Donc c'est vraiment comme dans les histoires un peu justement à l'eau de rose, vous voyez, ils ont acheté ensemble cette espèce de maison magnifique, bordée d'arbres, avec un très grand terrain, avec des fleurs, etc. Enfin ça donne trop envie, franchement, quand elle décrit sa maison avec une petite dépendance où en fait elle a sa petite cheminée, c'est là qu'elle écrit, c'est son petit coin à elle. Sauf qu'en fait son mari, c'était pas du tout son délire de vivre comme ça. Lui en fait il voulait juste claquer plein de thunes, sans vraiment trop bosser parce qu'il se cherche et parce qu'il trouve jamais vraiment ce qu'il veut faire, et s'éclater à la ville. Et donc en fait une fois qu'il a réalisé qu'il était là très bien dans cet environnement là, bah il s'est juste cassé quoi. Donc on peut pas dire qu'elle avait gagné à la loterie des maris. Mais finalement, Nora, elle écrit un livre sur ce qui s'est passé, et la façon dont elle dépeint les choses, c'est pas du tout en mode victime, enfin vraiment, c'est vraiment genre, bah en fait, on n'a jamais voulu les mêmes choses, et en fait, j'ai juste passé mon temps à perdre mon temps avec quelqu'un qui m'a jamais vraiment aimé, quoi. Et donc, c'était hyper intéressant. Donc quand on commence, et ça, je vous parle de ça, c'est vraiment genre les premiers chapitres du livre, hein. Et, et donc, ce qui va se passer, c'est que donc elle a écrit ce scénario qui va être adapté en film, et les gens vont carrément, enfin le producteur et le réalisateur vont carrément venir tourner des scènes chez elle dans sa dépendance, parce que bah, justement ils trouvent que sa maison, sa dépendance et tout sont vraiment le cadre parfait pour le film, et il n'y a pas besoin en fait d'aller chercher ailleurs. Et donc elle voit débarquer chez elle bah, toute l'équipe de production et aussi les 2 stars principales du livre, donc qui vont jouer elle et son mari. Et donc évidemment, le mec qui joue son mari, c'est Léo, cette star de cinéma absolument incroyable et absolument sublimissime. Et tout ce petit monde-là va venir plus ou moins squatter son jardin pendant 2 jours pour le bien du tournage. Ce qui va se passer, c'est que Léo, finalement, va décider de rester chez Nora et de squatter carrément chez elle, quoi. Enfin, en fait, il se dit, bah non, je suis trop bien, je vais t'offrir de l'argent, et si t'es ok, bah je vais en fait habiter dans ta dépendance pendant 1 semaine ou 2, quoi. Donc si vous voulez, déjà de là, dès le départ en fait, si vous voulez, Léo c'est un vrai con. Enfin moi j'ai pas du tout accroché à ce personnage, enfin vraiment il débarque, il se croit chez lui, il dit jamais merci, tout lui est dû. Alors ok, il vit une crise existentielle, mais vraiment, enfin moi j'ai pas du tout accroché au personnage, et je pense que c'est à cause de ça que j'ai vraiment décroché au fur et à mesure des pages. Notamment parce que Nora, elle faisait sans arrêt des flashbacks sur sa vie avec son mari, et en fait on avait juste envie de dire mais en fait ton mari c'est un con, j'ai vraiment pas du tout envie de savoir ce qui s'est passé entre vous et tout ce qu'il t'a fait subir, parce qu'en vrai tant mieux, il est parti et t'en es débarrassé et good for you girl.
Donc au bout d'un moment, ok, un flashback, deux flashbacks pour vraiment nous aider à comprendre la situation, ok, mais au bout d'un moment c'était des pages et des pages, ça n'arrêtait pas, donc ça vraiment ça ralentissait énormément le récit. Parce qu'en fait en vrai nous ce qu'on voulait savoir c'est comment Nora et Léo allaient un petit peu se trouver, enfin se découvrir et tout, et créer cette relation naissante. Et donc ça ralentissait vraiment le récit, c'était un petit peu énervant. Lui, insupportable au possible, même s'il y avait des moments où vraiment il y avait de la complicité qui se créait. Je le trouvais tellement con en fait, que vraiment j'ai pas du tout réussi à accrocher à leur histoire d'amour. En revanche, ultra point positif, comme je vous dis, par le thème quoi, du livre qui est plutôt cool. Elle, sa maison, sa vie, la façon dont elle prend en charge l'éducation de ses enfants, bah franchement Nora, chapeau quoi. Et les enfants de Nora qui sont mignons au possible, c'est vraiment des petits choux et ça c'était vraiment aussi voilà, une petite touche sympa. Je me dis que il est possible que vraiment j'ai été tellement focus sur Léo que je sois passée à côté d'un livre qui est plutôt pas mal. C'est pour ça que je le mets en bas de ma pile, mais je peux pas dire que c'était une mauvaise lecture. Enfin franchement c'est juste que bah moi l'alchimie s'est pas créée et donc du coup bah je suis un peu passée à côté de mon truc et donc j'ai préféré l'abandonner en me disant bon je vais pas m'acharner. Et je pense quand même que le livre est trop long. Je pense qu'il y a trop de flashbacks, il y a des moments qui servent vraiment pas à grand chose. Donc si ça avait été réduit de 100 pages, peut-être que bah Léo il m'aurait moins dérangé, ça serait allé plus rapidement et... Bref, je suis quand même allée à la fin pour lire quand même ce qui se passait dans le dénouement et tout, donc c'est pour vous dire que quand même l'histoire m'a bien happée. Donc voilà, Nora goes off script, à vous de vous faire votre propre idée et à vous de voir si ça peut vous plaire. En tout cas, écoutez, moi la quatrième de couverture m'avait bien plu et qui sait, peut-être qu'un jour je reprendrai le livre en me disant allez je retente et puis il me dérangera moins dans ses longueurs. Qui sait. Le deuxième livre qui va se retrouver malheureusement en bas de ma pile pour ce bilan de lecture de juillet, c'est La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Du coup je peux pas vous le montrer parce que je l'ai vendu, c'est pour vous dire. Je sais pas, ce livre il m'a pas créé ce que j'attendais. Donc dans la bibliothèque des rêves secrets, en fait c'est un roman choral, donc on va suivre plusieurs personnages qui sont tous à des moments un peu charnières dans leur vie, un peu compliqués. Il y a une jeune femme qui s'ennuie dans son travail, qui est un peu perdue dans sa vie. Il y a un homme qui pareil se retrouve à la retraite, sait plus trop quoi faire, s'ennuie et se dit maintenant qu'est-ce que je vais devenir, etc. Donc chacun en fait est un moment un petit peu particulier. Et la seule composante commune à tous ces personnages-là, c'est qu'à un moment donné, ils vont aller dans une bibliothèque et que la bibliothécaire va leur proposer un livre qui était exactement le livre qu'il fallait qu'ils lisent à ce moment de leur vie. Donc dit comme ça paraît vraiment tout mignon, tout gentil et tout, et c'est vrai que ça l'était, c'était tout mignon et tout, mais ça a un peu fait plouf plouf pour moi, c'est-à-dire j'ai pas réussi à me sentir émotionnellement transportée, attachée et tout. Et du coup, bah, mon livre, je l'ai écouté en audio, et bah franchement, il est passé comme ça, quoi. Je suis arrivée à la fin, je me dis, ah ok, c'est fini. Et vraiment, il m'a procuré très très peu d'émotions, donc c'est un petit peu dommage. Je retente quand même l'expérience avec Michiko Aoyama parce que je me suis procuré un jeudi saveur chocolat, je crois que c'est celui-là que j'ai pris. En me disant, bon, on va voir si ça va mieux se passer cette fois-là, mais écoutez, franchement, on verra. Mais voilà, pour moi, ça l'a pas fait. Ensuite, j'ai écouté plutôt un livre d'eau qui s'appelle Long Story Short de... Attendez, je vais juste reprendre son nom parce que je suis toujours très nulle pour me souvenir de ça, de Lucille Jones. Donc là, dans cette histoire, on va suivre Tilly, qui est donc à l'université et qui est une férue de littérature classique, et qui doit suivre un cours qui est très très important pour elle sur l'écriture du coup de romans. Et malheureusement pour elle, son professeur est un écrivain en fait de romance, et elle pense que la romance est un sous-genre. Donc c'est quand même assez drôle parce que pour une fois on a vraiment cette héroïne très férue de littérature qui ne pense qu'au classique, et lui pour le coup qui est un écrivain de romance un peu olé olé, et donc c'était assez rigolo parce que néanmoins c'est quand même elle qui est le sunshine et lui qui est le grumpy, parce que c'est un professeur mais c'est vraiment un con. Ou en tout cas on va dire qu'il est très sévère, mais bon voilà, c'est vraiment le professeur autoritaire qui essaye d'asseoir sa légitimité en parlant mal à ses élèves, en étant un vrai tortionnaire, donc leur relation commence assez mal.
Et en fait, Tilly, ce qui lui arrive, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin absolument d'argent pour pouvoir continuer à payer ses études. Et donc elle se retrouve par un imbroglio à être l'assistante de ce professeur-là. Et va s'en suivre entre eux pas mal de disputes, pas mal de petites joutes verbales qui vont finir que l'un et l'autre vont être très attirés l'un envers l'autre et donc va s'en suivre une romance. Franchement, cette romance, c'était pas mal, voilà. C'était pas le truc dont vous allez vous souvenir toute votre vie, mais c'était quand même assez divertissant. Il y avait des trucs un peu énervants, du genre, elle fait que tomber. Toutes les 5 minutes. Donc alors je sais pas s'il y a un problème d'oreille interne ou de perception de l'environnement en 3D, mais elle est tout en train de tomber et lui il est toujours en train de la rattraper. Donc bon, ça c'est un peu le genre de truc, on en a un peu marre. Enfin franchement à un moment donné, marcher, courir, ça paraît quand même pas être non plus des choses hyper complexes. Est-ce qu'on peut avoir des héroïnes qui savent tenir sur leurs 2 pieds plus de 3 minutes bon, ce serait quand même assez bien. Donc ça, moi c'est un truc qui m'a gavé, j'ai l'impression que ça dès qu'on parlait d'elle, il lui arrivait un truc comme ça. Donc j'étais un peu genre, ok, on a compris, elle est maladroite, mais enfin bon là... Donc ça c'était un peu le truc énervant, et j'ai pas trop aimé également le langage sexuel que j'ai trouvé ultra vulgaire, parce que c'était des trucs du type oh j'y crois pas, putain mais qu'est-ce qu'elle est bandante. En fait, en plus comme j'ai écouté en audio, c'était encore plus flagrant quoi. Peut-être que si je l'avais lu, ça m'aurait moins choqué. Mais là vraiment j'étais là, c'est pas très imagé quand même comme façon de faire. Et donc surtout que c'était dommage parce que c'est un mec qui écrit de la romance et donc forcément il y a ce côté un peu écriture prenante etc sur des scènes un peu sexuelles et d'un coup il parle comme ça donc j'étais genre je trouvais pas ça hyper cohérent quoi. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour les aspects qui m'ont un peu moyennement plu. Par contre, il y a plein de choses qui m'ont plu, qui ont fait que c'était hyper divertissant et qu'en fait, je l'ai dégommé très très rapidement parce que parce qu'il y a cette ambiance déjà universitaire qui est toujours assez sympa. Il y a ce côté un peu rapport de force parce que elle se laisse pas faire et ça, moi j'ai trouvé que c'était chouette. Et j'ai bien aimé aussi qu'elle compte un peu sur ses positions de non, la littérature classique c'est ce qui est important et tout. Et que lui justement essaye un peu de la chambouler dans ses réflexions. Et ça j'ai trouvé que leur alchimie et leurs échanges étaient assez cool, donc c'était des choses que j'ai bien appréciées. Et puis j'ai trouvé que l'héroïne principale était assez chouette, hormis le fait qu'elle était ultra maladroite. Donc non, c'est une petite romance sympa. Ce qui m'a un petit peu déçue, je pense, et c'est ça qui m'a fait que je lui ai pas mis une note extraordinaire, c'est que il y avait toute une espèce de mystère autour d'elle, son passé, ce qui lui est arrivé, avec justement aussi un autre professeur et tout, et c'est vrai qu'au moment de la révélation, j'ai pas trouvé ça incroyable. J'étais un peu genre, ouais, bon, ok, and so what, quoi. Donc, bon. Mais sinon, franchement, c'était mignon. C'est une bonne petite romance de rentrée quoi. Si en septembre vous avez envie d'un palette cleanser et vous savez pas trop quoi vous prendre entre deux bouquins et vous voulez un petit truc léger et tout, franchement je vous conseille quand même Long Story Short qui était quand même plutôt mignon. Ensuite les gars, ça a été l'autoroute des lectures excellentes. Donc franchement j'ai de la chance, j'ai compté, j'en ai 1, 2, 3, 4 à vous présenter. Donc pareil, je vais commencer par la moins bien des excellentes et ensuite je vais aller vers vraiment la meilleure des meilleures. Mais franchement, les 4 étaient ouf. Donc vraiment, je vous conseille. On va dire, franchement, et c'est vraiment avec des énormes guillemets, que sur la 4e place, on va trouver Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen. Donc autant vous dire que moi et Daniel L. Jensen, ça s'était pas hyper bien passé sur Le Pont des Tempêtes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais raconté ça dans un de mes bilans de lecture précédents. Et j'avais pas du tout accroché avec l'écriture, l'histoire, machin, enfin bref, il y avait rien qui allait quoi. Et donc, quand ce livre est sorti, je me suis comme dit, non mais vraiment tu vas remettre une pièce dans la machine avec cette autrice alors que t'avais pas du tout aimé. Et franchement, trop contente de l'avoir fait. C'était tellement bien. Alors, il y a plein de petites choses qui sont toujours, pour moi, qui resteront peut-être des faiblesses liées à cette autrice, mais néanmoins, c'était vraiment une très très bonne lecture. Donc, dans ce livre, on va suivre Freya, qui vit au Skaland, qui est donc l'équivalent, si vous voulez, de la Finlande, on va se dire.
Donc qui vit du coup dans ce royaume où il y a une particularité où en fait quand les dieux peuvent prendre part finalement aux ébats sexuels des humains et transmettre une goutte de sang, et ça fait que les enfants qui vont naître de ces unions-là ont des pouvoirs. Et donc Freya fait partie de ces enfants-là. Sauf qu'en fait, au lieu de vraiment montrer sa magie, montrer ses habiletés magiques et faire partie finalement un peu de l'élite, parce que on voit bien que tous ceux qui ont été touchés par les dieux, sont plus ou moins aident plus ou moins la société, ou alors ont plutôt des positions assez fortes. Elle a vraiment décidé de cacher ces habiletés-là parce que en fait, elle sait pas trop pourquoi. En fait, c'est juste sa famille qui lui a toujours dit qu'il fallait pas qu'elle en parle. Et donc, un jour, alors qu'elle est mariée vraiment à elle aussi un vrai con, il s'avère qu'elle va révéler son pouvoir et que donc j'allais dire le laird, c'est pas comme ça qu'on dit, quand c'est en Finlande, le jarl, pardon, va décider de complètement s'approprier Freya parce qu'il s'avère qu'il y a donc une prophétie sur la descendante qui s'appelle, alors là je vous préviens, je vous donne le nom, mais alors à chaque fois que je l'ai lu, mais j'ai galéré, ça s'appelle une Skjaldmo, qui serait donc l'héritière de Helin, qui est donc une déesse qui donne un pouvoir de protection. Et donc la prophétie dit que l'héritière de Helin, donc la Skjaldmo, aiderait donc le Jarl à devenir le roi de tout le Skaland. Donc forcément lui il se dit je l'ai trouvée, je la garde. Il va décider de l'épouser, mais elle échange franchement un destin pas terrible avec un autre pas beaucoup mieux, jusqu'à ce qu'elle rencontre Bjorn, qui est donc le fils du Jarl, qui lui aussi est un enfant des dieux, et que vont se créer entre eux une alchimie absolument incroyable, et qu'il va l'aider finalement dans ses péripéties. Je peux pas trop vous en dire plus parce que ça va très vite. Enfin, c'est vraiment un livre ultra divertissant, les pages passent en 5 minutes, moi je l'ai dévoré, c'était hyper bien pour ça, et ça c'est vraiment un très 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 gros point fort de ce livre, c'est que pour le coup, on est happé quoi, par l'univers, par l'héroïne, par tout ce qui se passe et tout, et c'est vraiment trop bien. Bjorn, magnifique ce personnage, vraiment les descriptions, tout, c'était extrêmement visuel, moi j'ai vraiment passé un très bon moment en sa compagnie. J'ai beaucoup aimé aussi l'univers, ça c'est très important. Franchement, j'étais en train de regarder Viking Valhalla et c'était parfait quoi. J'avais vraiment le visuel d'un côté, le livre de l'autre. J'étais à fond dedans et vraiment c'était assez prenant pour qu'on puisse vraiment transposer ça dans l'imagerie viking que l'on peut avoir. Donc pour ça, encore une fois, très très gros point fort. Pour moi, le point faible de cette autrice, c'est que c'est toujours un peu cousu de fil blanc, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin, on peut pas dire qu'on a eu des révélations de dingue, parce que on est même étonné que l'héroïne n'ait pas vu, quoi, le truc arriver depuis 200-300 pages, quoi. Et ça, je trouve ça quand même un peu dommage, quoi. Je me dis, mince, c'est bien construit, les univers sont forts, les personnages sont intéressants, les relations amoureuses sont bien, enfin... Et à chaque fois, on arrive à la fin, on dit oh, quoi? Mais ah bon? Oh, tu te rends compte qu'il se passe ça et que c'est ça, les trahisons, les trucs et les machins. Ah, quand même, chérie, c'était évident quoi. Donc, et du coup, je trouve que c'est pas ultra crédible parce que nous, en tant que lecteurs, c'était sûr qu'on avait compris quoi. Donc, bon. C'est un peu ça le point faible. Après, on verra franchement comment se passe la suite parce que du coup, c'est un tome 1. Et peut-être que au fur et à mesure des tomes, ça va remonter côté intrigue, on va dire. Mais franchement, très très bonne lecture. C'est vraiment pour chipoter, on va dire. J'ai fait un petit peu ma... Voilà, mais je vous la conseille. Trop trop bien. Ensuite, je passe vraiment très rapidement sur le suivant parce que c'est une suite. Et si malheureusement vous n'avez pas lu la saga, vous n'avez pas lu les premiers tomes, ça vous parlera pas forcément. Mais du coup, j'ai lu Vampiria, le tome 5, qui s'appelle Le Tombeau des Ténèbres, je crois. Je vous remettrai le titre au cas où je me trompe, parce que je l'ai écouté en audio. C'était trop bien. Franchement, chaque tome de Vampiria, j'ai l'impression qu'il est mieux que le précédent. Enfin, c'est une série, du coup, qui a été écrite par Victor Dixon. Alors moi, je l'écoute en audio, et c'est Marie Dubled, notamment, qui était la narratrice des 3 premiers, qui continue d'être une narratrice dans les suivants. C'est
tellement bien narré, enfin je vous conseille 12 milliards de fois de l'écouter en audio, cette série, c'est tellement appréciable. En plus ils ont fait des énormes efforts, il y a de la musique, il y a des sons, enfin vraiment on est mais dedans quoi. Enfin moi j'ai écouté ça en courant et je suis étonnée de pas m'être perdue parce que tellement on est mais habité par ce qui se passe quoi. Donc franchement, magnifique, je vous conseille vraiment vraiment. Je reprends, désolée j'ai dû fermer la fenêtre parce qu'il y avait un bruit dehors abusé, donc du coup j'espère que c'est un peu mieux maintenant. Donc dans Vampiria, on va suivre du coup le monde tel qu'on le connaît, mais avec une énorme différence, c'est-à-dire que Louis XIV, au lieu de décéder comme il a fait dans notre histoire à nous, il a décidé plutôt de se transformer en vampire et donc de créer la Mania Vampiria, quoi, donc l'empire vampire à travers toute l'Europe et tout le monde. Et donc finalement, les ténèbres ont pris la grande part sur le jour et les vampires sont tout en haut de la société. Mais on reste finalement vraiment dans un modèle très comme la cour de Versailles, c'est-à-dire qu'on est très... il y a quelques royaumes, on n'a pas du coup eu d'avancées technologiques, etc. Donc des années et des centaines d'années plus tard, ils sont comme figés en fait à cette époque-là. Et donc dans la première trilogie, on va suivre une jeune femme qui a vraiment tout perdu et qui décide donc de s'immiscer on va dire à la cour de Versailles pour se venger. C'était top, trop bien, mais vraiment, franchement comme ça fait un peu résumé what the fuck, mais en vrai, c'était tellement bien mené, enfin... Et c'est tellement divertissant, c'est-à-dire qu'on commence, on est happé dans le truc et on en veut toujours plus quoi. Dans la deuxième trilogie du coup, qui a commencé avec le tome 4, et donc là j'ai lu moi le tome 5, on est plutôt sur les Desperados, donc c'est-à-dire c'est un groupe en fait de jeunes gens qui pour chacun une raison particulière a décidé de se liguer pour mettre fin en fait à l'Empire Vampire, mais là aux États-Unis. Et vraiment pareil, enfin c'est tout aussi prenant, toutes les grandes intrigues de fond qu'on avait commencé à dresser sur la première trilogie, en fait sont toujours là dans la deuxième, les personnages sont toujours aussi attachants et pour autant on ferait mieux de s'attacher à personne parce que en 10 minutes tout peut être renversé, donc non franchement je vous conseille vivement cette série si vous l'avez pas lue, mais je ne sais pas ce que vous attendez, c'est tellement bien. C'est quand même young adulte, donc ne vous attendez pas à des romances incroyables et tout, c'est de l'aventure quoi, c'est vraiment ça. Donc, néanmoins, c'est une série qui est très ancrée sur les personnages, qui est très ancrée sur l'ambiance et ça marche hyper bien, donc n'hésitez pas, je vous conseille. Là on arrive sur le top 2 du coup et je vais vous présenter Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig qui est sortie aux éditions Sabran, dans une édition qui est dingue, hein. On va se dire juste les choses. Magnifique. Magnifique. Déjà, c'est pareil, un destin ancré dans le sang, il était très beau, même si bon, son prix aussi était très sympa. Là, c'est un tout petit peu moins cher, mais néanmoins, je trouve que l'édition est vraiment sublimissime, donc c'est ça qui m'a fait craquer. Et qu'est-ce que c'était bien! Mais vraiment, ce livre, c'est... Alors franchement, limite, je suis déçue de pas l'avoir lu aux alentours d'Halloween, parce que c'est trop l'ambiance. Enfin, vraiment, septembre-octobre, pour lire ça, parfait! On suit du coup dans le royaume de Bourde. Et en fait c'est un royaume où la magie est à la fois plus ou moins une malédiction et une source de pouvoir. Puisqu'ils sont dans un royaume en fait qui est entouré d'une espèce de brume, de brouillard, qui est représenté... qui est censé plus ou moins être une représentation de l'esprit de la forêt. Et en fait il y a eu des événements qui se sont passés bien en avant, qui fait que l'esprit de la forêt s'est un peu retourné contre les habitants. Et quand tu touches la brume, donc non seulement si tu y entres, tu peux t'y perdre et complètement disparaître, mais aussi si tu touches la brume, tu peux être affligé de ce qui s'appelle la fièvre. Et ça t'octroie des habiletés magiques, mais ça t'octroie aussi la dégénérescence. Donc c'est-à-dire que ces habiletés vont petit à petit te gangréner, s'en prendre à toi et tu vas dégénérer. Sauf que tu ne sais pas exactement quelles vont être les habiletés et tu ne sais pas comment tu vas dégénérer. Donc magnifique. Il s'avère donc que en plus de ça a été créé par le roi berger un ensemble de cartes, comme un ensemble de cartes de tarot, ça fait un peu penser à Caraval pour ce côté-là, qui chacune a une habileté magique très particulière, très forte, et donc celui qui est le porteur de cette carte est empreint de cette magie-là. Et c'est pour ça qu'évidemment,
le roi décide posséder toutes les cartes, non seulement parce que quand on réunit tout le jeu de cartes en entier, il semblerait que cela libérerait le royaume du brouillard, donc ça c'est une première chose, mais aussi parce qu'évidemment ça lui octroie énormément de pouvoir. Et donc afin de garder le pouvoir entre ses mains, il décide également de traquer et d'assassiner tous les gens qui auraient été touchés par la fièvre. Donc dans ce petit univers bien sympathique, nous suivons Elspeth qui a été, elle, touchée par la fièvre quand elle était enfant, mais a réussi vraiment à le cacher. Mais Elspeth, non seulement elle a un pouvoir magique qui est ce qu'il est, et je ne vous raconterai pas pour que vous ayez un peu la surprise, elle est aussi habitée par Cauchemar, qui est donc un espèce de monstre qui est dans sa tête et qui passe son temps à lui parler. Donc cette relation-là, elle est juste extraordinaire. C'est ultra cynique. Il est vraiment genre... Il est à la limite du méchant, mais en même temps on sent qu'il est là pour l'aider et la protéger. Enfin, on sent que c'est une relation entre eux qui est pas vraiment très claire. Moi ça m'a fait un peu penser au chat là dans Nevernight, ce genre de relation comme ça où on sait pas trop qui dévore l'autre. Et c'était vraiment... Non, c'était vraiment très très bien. Ce livre, il était extraordinaire par son ambiance. C'est vraiment envoûtant, enveloppant. Enfin, franchement, il y a cette histoire de forêt, on est dans ce monde où Elspeth, elle aussi, elle fait partie de la haute société, donc elle va aller à des bals, elle va rencontrer des gens puissants, elle va être sans arrêt en fait sur une corde raide à se dire mais si on me découvre, on pourrait m'assassiner, qu'est-ce qui va m'arriver et tout. Et évidemment, elle va faire la rencontre de Ravin, qui est le neveu du roi, qui est chef de la garde, normalement qui est quand même censé la traquer et l'exterminer, hein, s'il découvre qu'elle a un pouvoir. Mais voilà, ils vont être pris tous les deux dans un tourbillon d'événements qui vont faire qu'ils vont devoir s'allier afin de trouver des cartes. Génialissime ce roman, c'était génialissime. Ne vous attendez pas à de l'action à gogo, à ce que ça ne s'arrête pas, que ça soit un rythme effréné, même si je peux pas dire que je me suis ennuyée, et franchement, je suis quand même très 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 exigeante en termes de rythme, donc n'hésitez pas à y aller si on vous a dit le rythme est lent et tout, parce que je pourrais pas dire que le rythme est lent, je pense que le rythme est lourd, c'est-à-dire que vraiment on sent cette tension constante autour d'Elspeth en se disant mais sa relation avec Cauchemar, comment ça va évoluer, sa relation avec Ravin, comment ça va évoluer, etc. etc. Et que du coup, ça fait qu'on est vraiment en tension tout le temps. Mais c'était magique, c'était génial, c'était ultra bien construit. Franchement, le système magique est hyper intéressant. J'ai trouvé que la relation amoureuse se développait ultra bien. J'ai tout aimé dans ce livre. Franchement, j'ai rien à dire. C'était juste trop bien. Et ça, je ne sais même pas vous dire comment le premier est passé premier, parce que c'est juste une histoire de coup de cœur. Mais vraiment, foncez 1000 fois. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite parce que alors la fin... Horrible. Enfin vraiment, on arrive à la dernière page, on dit il n'y a pas la suite. Alors franchement, je suis à deux doigts de me le prendre en anglais, juste pour lire la suite. C'est à vous dire à quel point ce livre m'a plu, donc j'arrête mon laïus sur ce livre. Juste foncez, 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 n'hésitez pas, c'est un coup de cœur. Et le dernier livre du coup que j'ai à vous présenter, c'est L'Ascension de l'héritière de Chloé C. Peñaranda aux éditions de Saxus. Coup de cœur pour ce livre. Enfin franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un moment de lecture comme ça. Franchement, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai lu ce livre et j'ai enchaîné avec Une fenêtre sur les ténèbres, j'ai enchaîné avec Un destin ancré dans le sang. Le mois de juillet, ça a été le mois des lectures de dingue. Et celui-ci, il est passé devant Une fenêtre sur les ténèbres, vraiment pour une histoire émotionnelle. Enfin, je pense que j'ai été touchée en fait par le trio de personnages, enfin le quatuor même de personnages qu'on va suivre. Donc ici on se trouve en Ungardia. Donc Ungardia c'est un pays, enfin c'est un monde où les fées, les failles pardon, enfin les fées, vous choisirez, hein, c'est pas vos copains. Clairement c'est vraiment le modèle un peu comme le prince cruel, c'est-à-dire les failles sont tout en haut de la société, les humains sont... une sous-race qui ne sert pas à grand chose hormis produire ce dont les failles ont besoin. C'est vraiment la lie de la société, ils sont les laissés pour compte et surtout, et bien malheureusement, les failles ils ont plus de puissance, plus de pouvoir et donc évidemment ils sont beaucoup plus forts que les humains, donc les humains sont en position de faiblesse dans ce monde.
Donc si vous voulez, l'héroïne principale, c'est pas le mode ah moi les fae je les adore et j'ai vraiment trop envie de devenir comme eux. Pas du tout, c'est pas du tout le thème. Donc là on suit plutôt Faith qui a vraiment malheureusement dans sa vie a un peu tout perdu et qui vit avec son meilleur ami qui s'appelle Yakon. Ils sont vraiment très proches, c'est vraiment une histoire qui justement par ce type de relation là entre lui et elle, plus tard eux deux et une forgeronne avec qui ils vont se lier d'amitié qui s'appelle Marlo, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement bien écrit et on va suivre leur quotidien en fait, on va suivre le quotidien de Faith qui est une escrimeuse hors pair mais qui doit un peu cacher ça parce que c'est pareil, il faudrait pas que les Fae s'intéressent trop à elle et qu'elle montre qu'elle a un semblant de pouvoir parce qu'on sait pas trop ce qui va lui arriver puisque comme eux ils ont tous les pouvoirs, ils pourraient très bien l'assassiner, elle disparaîtrait et tout le monde... je dirais pas tout le monde s'en ficherait mais en fait on pourrait absolument rien y faire. Et donc Faith elle vit un peu sa petite vie comme ça jusqu'au jour où elle va croiser Nick qui est un garde et qui va déclencher en elle un genre de pouvoir puisque la nuit elle va pouvoir s'infiltrer dans ses rêves. Et il s'avère que Nick va reconnaître cette habileté puisque lui aussi peut le faire, c'est un noctiste. Donc c'est un pouvoir magique qui n'est réservé du coup normalement qu'aux fae et qui permet donc de s'infiltrer dans les rêves des gens mais aussi de s'infiltrer par une extension de ce pouvoir dans l'esprit des gens. Et donc il va être extrêmement surpris que Faith ait ce pouvoir-là. Et donc ce qui va se passer, c'est que ces deux personnages vont commencer à se rencontrer, passer du temps ensemble pour un peu comprendre finalement l'étendue des pouvoirs de Faith et comprendre pourquoi elle. Et si vous voulez, vous avez l'impression en fait de tomber dans des codes du young adult comme il y a une dizaine d'années qui sont un peu simples, c'est-à-dire que c'est une histoire où voilà, comme je vous raconte, il se passe pas énormément de choses et tout, et pourtant en fait, de minute en minute, de chapitre en chapitre, on sent qu'on met le doigt, qu'on touche du doigt un univers qui est beaucoup plus riche, où il va se passer énormément de choses, où en fait il y a des tensions entre des royaumes, qu'en fait les fae c'est pas aussi simple que ça, que Nick, on sait pas vraiment qui il est, que elle, sa relation avec ses amis et tout commence à prendre des tournures où chacun semble avoir une destinée aussi qui lui est un peu tracée. C'est génial, ça passe à une vitesse folle. Pourtant, comme je vous dis, il y a beaucoup de moments d'observation de la vie de Faith et de ses amis, de tous les questionnements qu'elle va avoir, etc. Il y a une micro-chose que j'ai pas trop aimé avec Faith, c'est son côté « non mais moi je ne suis qu'une rien du tout par rapport aux fae qui sont absolument surpuissants ». C'est un petit truc qui m'a dérangée parce qu'à un moment donné, quand on est l'héroïne de 5 tomes d'une saga, t'es pas une rien du tout, sinon on serait pas en train de lire 600 pages sur ton compte. Donc c'est un petit peu le truc où j'espère qu'on le sentira un peu moins dans les autres romans parce que j'ai envie de dire c'est quand même une héroïne très badass qui s'en est sortie toute seule, qui s'est fait une vie, qui se bat pour ses amis, qui a peur de rien et parfois limite un peu pas assez peur limite. Donc non, c'est une héroïne hyper intéressante et hyper cohérente par rapport à ça, qui a vraiment des valeurs et tout, et ça j'ai adoré. Et vraiment les relations sont super bien construites et j'ai trop hâte de lire la suite parce que c'est vrai que ce roman, finalement on sent bien qu'on est dans une introduction, qu'on a un univers énorme qui va s'offrir à nous mais dont on sait finalement très peu de choses. C'est un côté début de Throne of Glass quoi, donc vraiment... je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'est un roman qui m'a touchée par son efficacité. C'était bien, il n'y avait pas de fioriture. On va droit au but, c'était top. Franchement, je vous conseille vraiment vivement. Si vous avez envie de quelque chose, je sais pas, qui sort un petit peu de ce qu'on lit tout le temps, parce que bizarrement, ça a beau être un livre fantasy, ça a beau être du young adulte, il y a beau avoir une romance, bah moi je l'ai trouvé rafraîchissant ce livre. J'ai l'impression que c'était un peu une bouffée d'air frais, qui faisait du bien, que les personnages étaient chouettes, et même les personnages secondaires en fait, tous sont intéressants, on a tous envie de savoir ce qui va leur arriver. Carton plein pour l'ascension d'une héritière. Et du coup écoutez, je me suis déjà pris le 2, parce qu'il est déjà sorti aux éditions de Saxus, j'ai vu que le 3 sortait en octobre, donc j'ai l'impression qu'ils vont les sortir assez régulièrement sur un an et demi, et ça c'est quand même très chouette. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite des aventures de Faith. Voilà, c'est tout pour ce bilan de juillet. Somme toute, un excellent mois comme vous auriez pu le constater parce que j'ai pas eu de lecture où vraiment c'était genre oh mon dieu mais qu'est-ce que c'était nul. Non vraiment, enfin
qu'est-ce que j'ai pas aimé, on va dire. Non, vraiment, c'était super bien. En plus, en termes de fantasy, j'ai lu des choses qui étaient quand même dans des univers extrêmement différents entre les vampires, la magie, les vikings et les faées. Donc c'était chouette parce que c'était assez diversifié. Et chacun m'a donné envie, voilà, de continuer ces sagas. Donc encore une fois, on va dire que je me suis pas vraiment fait un cadeau sur les sagas commencées parce que je m'en rajoute 3. Mais vraiment trop trop cool, donc j'ai hâte de connaître la suite, pardon. Donc écoutez, s'il y en a certains qui vous font envie, vous me direz. Laissez-moi, si jamais vous n'avez pas envie de laisser un commentaire, laissez-moi un petit emoji d'étoiles. Écoutez, parce que franchement ça aurait été le mois des 5 stars, donc on va dire que ça sera de circonstance. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de très belles lectures, et je vous dis à bientôt. Bye bye!